Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Paul Saint-Pierre Plamondon est chef du Parti québécois. Il est avec nous, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Vous avez senti le besoin de répliquer, de réagir à une entrevue faite par Patrick Lagacé à propos d'un prof qui subit de l'homophobie. Qu'est-ce qui vous a motivé à sortir sur cette question-là? Ben, simplement que les propos sont explicitement haineux et menaçants vis-à-vis un prof qui n'a pas le soutien à l'évidence ni des autorités policières ni de l'école. Donc, ce qu'on comprend, c'est que suite à ce qui est explicitement là, un milieu de travail absolument intenable pour cette personne-là, basé sur son orientation sexuelle, il semble y avoir aucun suivi. Donc, moi, je trouve ça important que la classe politique dise intimider, menacer, manquer de respect envers quelqu'un sur la base de sa différence sur le plan sexuel, c'est inacceptable au Québec. Et ça soulève certaines questions sur la gestion de nos écoles et la mixité dans nos écoles. Et le problème de violence envers... Là, on parle des profs, là, mais c'est pas d'aujourd'hui. Là, les hommes, les femmes intimidés, menacés, bardassés dans les classes au Québec. À partir de la maternelle, moi, des profs m'ont dit ça à partir de la maternelle. Il me semble qu'il y a question d'agir. Avez-vous l'impression que ça rentre dans les oreilles de Bernard Drinville? Je sais pas trop... C'est parce qu'on entend des déclarations, mais c'est un peu toujours la même chose en termes de résultats sur le terrain. Je pense qu'on peut parler, sans se tromper, à l'échelle du Québec au complet, d'une détérioration du climat dans les écoles au niveau de la violence, de l'intimidation. Rappelez-vous le papa qui a fini par rendre justice à son fils parce qu'il était plus capable. Là. C'est pas normal. La CAQ fait des déclarations d'intention, mais ne semble pas être en mesure de créer un environnement qui permettre à nos professeurs de demeurer en poste. Parce que quand on parle de pénurie d'enseignants, là, mais qu'est-ce que vous proposez? Je me permets d'être le seul politicien à avoir réagi et à avoir tracé une ligne en disant c'est inacceptable. Donc, la première chose, là, c'est que ça aurait dû être Bernard Drinville qui fasse ce travail-là. Parce que si le ministre lui-même est pas capable de dire c'est inacceptable, voici ce qu'on va faire, là, puis vous me demandez quoi faire, c'est pas très compliqué. C'est de faire le suivi auprès de l'école et les autorités policières en disant le fait de vouloir la mort du professeur dans une application là, des élèves, dans quel univers parallèle est-ce que c'est pas une menace contre le professeur? Dans quel univers on va laisser passer sans aucune conséquence pour personne? Donc, la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'il y a des conséquences et des gestes concrets suivant des faits qui ne sont même pas litigieux. Là. Tout le monde semble s'entendre sur ce qui s'est passé, mais tout le monde semble ne rien faire. Quel genre de gestes concrets? Là, on parle de... Je vais vous dire une chose, personne n'ose le dire. Rencontrer les parents. Mais l'homophobie... Rencontrer les parents. Mais c'était réglé, l'homophobie au Québec. Là. Jasmin Roy était sorti là-dessus, fait des campagnes. Les jeunes trouvaient ça inacceptable. Aujourd'hui, je le vois, là, c'est populaire d'être homophobe. C'est cool. Et ça vient aussi d'une certaine culture puis d'une certaine religion. Puis il va falloir que quelqu'un à Québec le dise. Que là, on va rectifier le tir. La culture québécoise, c'est pas ça. Ça vient pas d'un seul endroit, mais ça vient en effet du fait que nos écoles n'intègrent plus. Parce que cette intégration-là, surtout à Montréal, semble très, très théorique dans les faits. Je référais à un article de la presse qui était très intéressant sur le fait qu'il y a en fait une concentration, une homogénéité des origines ethno-culturelles et religieuses des élèves, de sorte que la norme, la culture, les attentes sociétales, je parle d'un contrat social là, dans mon message, ben c'est pas celui du Québec. Mais c'est parce que quand là la vie, la sécurité, le respect envers nos enseignants est en jeu, première affaire, si on devrait nommer qu'on trace une ligne très, très claire, qu'on n'acceptera pas. C'est de l'islamisme. C'est ce que je fais. C'est l'islamisme. C'est ce que je... Non, mais il faut le dire. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, tout le monde a peur de dire pour pas avoir l'air d'islamophobe. Mais demandez-nous, est-ce qu'on va accepter l'homophobie à outrance, la misogynie à outrance, parce qu'on veut pas choquer un certain groupe de crinqués religieux? Ouais. Moi, je vais parler d'intégrisme religieux. Parce qu'il n'y a pas une seule religion qui a sa version intégriste. Vous savez, là, les attentats dernièrement, là, ça vient pas mal toujours du même profil.
Là, je suis désolé, il va falloir arrêter de faire semblant. Là. C'est à mon tour d'être désolé. On est intervenu dans le cadre de communautés fondamentalistes juives et de communautés fondamentalistes chrétiennes sur des sujets similaires. Sans gêner. Et mon sujet... Bon, ben... Pour le faire partout, par exemple. Qu'on est vis-à-vis l'intégrisme religieux ou des postures culturelles ou religieuses, c'est pas clair. Là, parce que pour être honnête aussi, j'ai pas toute l'information sur chaque élève dans la classe. Mais c'est clair qu'un enfant de 13 ans n'est pas supposé dire des affaires comme ça de son propre chef. Il a fallu qu'il prenne ça de quelque part. Ouais. Et que ce soit culturel ou religieux, et peu importe quelle religion, moi je prétends qu'il y a une règle universelle dans le contrat social québécois, comme quoi l'orientation sexuelle ou n'importe quelle différence qu'on peut avoir n'est pas et ne sera jamais une raison de discriminer ou de menacer qui que ce soit, encore moins nos professeurs, et je parle du sujet de l'autorité des profs, parce que c'est pire dans le cas des professeurs qui, même lorsqu'il n'est pas question de religion ou d'orientation sexuelle, les profs sont de plus en plus confrontés à des parents qui ne reconnaissent pas leur autorité en classe et qui remettent entre les mains aussi du professeur l'entièreté du fardeau d'éduquer, du résultat par rapport à leur enfant. Donc, la profession d'enseignant me semble de plus en plus compliquée. Le minimum, c'est que la classe politique soutienne ces professeurs-là, puis soit clair sur c'est quoi les attentes au Québec, mais comment ça fonctionne au Québec. Mais il faut les valeurs communes qu'on a. Puis on s'est battus, nos mères, nos grands-mères se sont battues, la communauté gay, lesbienne s'est battue. On va pas reculer parce qu'on a peur d'identifier un groupe d'intégristes religieux qui ont des valeurs du 7e siècle envers les gays, les lesbiennes et les femmes. Il va falloir que ça arrête. Parce qu'on ne gêne pas pour attaquer tous les autres groupes religieux, mais là, il y en a un à qui il ne faut pas toucher. Oui, mais moi, je vous dirais qu'on recule en ce moment sur ces questions-là parce qu'on a peur d'énoncer c'est quoi le contrat social québécois, c'est quoi les attentes au Québec. C'est pas vis-à-vis... moi, je le vois de manière universaliste, là. Si on adhère qu'on veut vivre au Québec, il y a un contrat social, il y a des normes, dont celle du respect et de la sécurité de tous les individus, peu importe nos différences. Mais dans ce cas-ci, puis c'est ça le sens de mon intervention, ni l'école, ni les forces policières semblent vouloir nommer puis mettre en place ces règles-là. Le prof s'est fait dire par la direction, fais attention de ne pas dire ton orientation sexuelle, parle pas trop de toi, parce qu'on veut pas de trouble avec les parents. C'est là le problème. Mais mais qui sont ces parents? C'est là que le politique, à mon avis, doit s'impliquer. Là. Ben, qui sont ces parents? Quelles valeurs ont ces parents? Vous savez, de détester les gens comme ça, là, excusez-moi, là, mais ça vient d'un groupe de crinqués religieux. Je ne les ai pas rencontrés, mais c'est à l'école de nous confirmer l'hypothèse que vous émettez. Ce que je peux dire avec beaucoup de certitude, c'est que si on n'intègre pas dans la société québécoise à travers nos écoles les principes de citoyenneté, s'il n'y a pas d'intégration ni d'énonciation de c'est quoi être un citoyen au Québec, on ne pourra pas se surprendre après de voir ce qu'on voit dans plusieurs pays européens, c'est-à-dire du communautarisme, là, des bulles de groupes qui ne vivent pas en société suivant les mêmes règles que les autres, avec toutes les tensions que ça amène. Il va falloir identifier ces bulles-là. Il va falloir identifier ces groupes-là puis dire ce que tu lis là, dans ton livre sacré, ça ne s'applique pas au Québec. C'est pas de même qu'on vive. C'est pas comme ça qu'on va s'en prendre aux personnes qui aiment une autre personne de son sexe. Ça suffit. Ce que je dis dans mon message, c'est que c'est à l'école d'être clair, et s'il y a un acte criminel ou des menaces, c'est aux forces policières d'être claires. Mais là, dans ce cas-ci, c'est ni un ni l'autre de ce que j'ai compris. Donc, je demande aux autorités d'agir en conséquence, et ça prend une voie politique. Je comprends pas que ce soit pas le ministre Drainville, mais mon message est clair, et je m'attends à ce que l'école et les forces policières protègent la sécurité, l'intégrité physique, le respect envers cet enseignant-là. C'est particulier parce que là, tu as le ministre de l'Éducation qui est le ministre qui a voulu mettre en place la Charte des valeurs québécoises. Mais là, je trouve que c'est ça, la Charte des valeurs québécoises. C'est le respect des gens qui font des choix différents des tiens. Ben, je rappelle que le Québec est une terre d'accueil très populaire et très prisée dans le monde en raison de notre paix sociale. C'est paisible et c'est sécuritaire vivre au Québec. Mais il y a des raisons pour ça. Dans notre culture, il y a des fondements culturels, philosophiques,
historiques qui font en sorte que c'est sécuritaire, puis on veut le garder de cette manière-là. Ouais. Mais ça prend donc une intégration, puis il faut que les écoles et les policiers fassent leur rôle. Il faut également qu'il y ait une mixité, parce que si dans nos salles de classe, particulièrement dans la région de Montréal, il y a en fait plus vraiment de traces de cette culture québécoise, de cette mentalité de paix sociale, et qu'en fait, il y a des groupes ethno-culturels ou religieux qui sont très, très majoritaires dans l'école, ben s'il n'y a pas de mixité, on ne pourra pas se surprendre qu'il n'y a pas d'intégration. Puis s'il n'y a pas d'intégration, on ne pourra pas se surprendre que ce sont les standards qu'on retrouve dans d'autres pays dans le monde, des pays qui ne sont pas toujours démocratiques, qui vont s'appliquer dans certaines parties du territoire du Québec, et je ne pense pas que c'est souhaitable. Je ne pense pas que c'est le modèle québécois d'immigration qui, malheureusement, a été déstabilisé par le fédéral. C'est un modèle qui fonctionnait bien quand même au début des années 2000. Et là, ben, tu as vraiment un nombre très important qui nous a été imposé par le fédéral. Ça aussi, ça fait en sorte que nos institutions sont débordées et ne sont pas capables d'intégrer, pas capables de franciser non plus. Non. Et tout ça aura des conséquences. Faites attention, là, Marc Miller va vous dire « ferme ta gueule ». Ah, il m'a dit ça bien souvent, puis ça n'a jamais rien changé. Et je vais continuer de dire haut et fort que ce gouvernement Trudeau est tellement symptomatique du fait que nos impôts travaillent contre nous quand on les envoie à Ottawa, symptomatique du mépris et de l'arrogance du fédéral vis-à-vis du Québec, vis-à-vis de nos propres choix. Puis ça donne ce genre de situation-là. Je suis très confiant que quand on va décider par nous-mêmes dans un pays libre, on aura des politiques claires, on aura une immigration qui est bien planifiée, comme on avait il n'y a pas si longtemps. On a vraiment eu un sabotage de la part du fédéral avec quelques coups de poing sur la table de la CAQ, mais sans plus, là, la CAQ a regardé le train passer comme si de rien n'était. Les conséquences sont là. Une autre question? Ben oui, on a le temps. Ah, on a le temps? OK, parfait. Parce que je me demandais, à un moment donné, il y a eu un rapport de la CDPQ Infra en 2021. On parle de Montréal. Vous parlez de l'indépendance. Puis je regarde, là, les gens réagissent à la gestion routière de Montréal. Puis il y avait dans le rapport, uniquement dans le Grand Montréal, je vous lis ça, M. Saint-Pierre Plamondon, les pertes financières générées par l'absentéisme et le retard des livraisons liées au trafic s'élèvent annuellement à plus de 4 milliards de dollars. Un automobiliste montréalais passera en moyenne plus de 145 heures par année dans sa voiture, coincé dans les embouteillages. Et la mairesse Plante s'en réjouit. On a nuit, comme dit Luc Ferrandez, aux automobilistes, une politique. Comment pensez-vous faire l'indépendance avec une cité dans l'État d'une province qui est dans un pays qui veut... Comment vous allez dépêtrer ça puis ramener Montréal parmi le Québec? Bon, le premier élément qu'il faut rappeler, là, c'est que quand on envoie la moitié de nos impôts fédéraux puis ils ne reviennent pas en service, c'est loin d'être idéal pour financer les missions de l'État après. Donc, en rapatriant 82 milliards de dollars par année, j'ai la prétention qu'on va faire quelque chose de plus intelligent que ce que Justin Trudeau puis l'explosion de la fonction publique canadienne nous a réservé. Donc, on aurait plus de moyens. Puis ensuite, ça fait des années que la CAQ dit qu'elle a des projets de transport collectif, parce que quand on prend un transport collectif puis que c'est plus efficace que la voiture, on finit plus riche parce que ça nous coûte moins cher, puis on perd moins de temps. Mais regardez, c'est quoi le bilan de la CAQ en transport collectif, là. Donc, leur histoire de Trois-Rivières, c'est une vraie blague. Le tramway de Québec, 0. Le REM de l'Est, 0. Tous les autres projets qui avaient annoncés pour la couronne de Montréal, 0. Vous me parlez pas de Montréal. Le troisième lien, je m'en contrefiche, là. Non, parlez-moi de Montréal. Je vous parle de transport collectif à l'échelle de Montréal. Exactement. Donc, tu as une densification de la population. Et il n'y a aucun projet de transport collectif qui voit le jour. Je le sais, là, je suis député de l'Est dans Camille-Lorrain, puis ils ont fait 2 élections en promettant un REM de l'Est. Il n'y a toujours rien. Puis la ministre Guilbeault, ce qu'elle dit en Chambre, c'est regardez le PQI. Là. La PQI, c'est la liste des projets en attente. Alors, regardez le PQI, il est rempli. Mais c'est ça le bilan de la CAQ après 8 ans. C'est que c'est une liste en attente qui n'aura pas bougé. Puis pendant ce temps-là, ben, la région de Montréal, elle est plus dense, le trafic est plus dense, les gens perdent plus de temps. Et ça va être ça le bilan de la CAQ. Nous, on avait été quand même très proactifs.
Mais je comprends que vous ne voulez pas commenter sur la gestion de Valérie Plante des problèmes routiers, là, des chantiers qui finissent plus, les délais sur la ligne bleue, sur la façon d'exclure. Vous le savez, vous le voyez. Les transports, c'est beaucoup le gouvernement du Québec parce que c'est lui qui détient les cordons de la bourse. Mais pas sur Donc, la rue après Sherbrooke, 8 ans de caquisme... Monsieur Saint-Pierre Plamondon, pas sur la rue Sherbrooke, pas sur l'île de Montréal. Vous avez raison sur les cônes oranges puis la coordination des travaux, mais si on parle de fluidité des transports, ça prend des investissements, puis ça, c'est le gouvernement du Québec. Puis le bilan de la CAQ sur 8 ans, ça va avoir été rien d'amélioré, juste une détérioration du trafic, aucun des projets qu'ils avaient promis qui n'a été livré, donc on ne peut pas se fier à leurs paroles. Puis c'est de là que vient l'argent du gouvernement du Québec. Bon, en tout cas, ça, c'est pas réglé, puis vous le savez, là, l'Est de Montréal est pas desservi. C'est des bouchons, la congestion tôt le matin jusqu'à tard le soir, puis on dirait que ça intéresse personne. On est quand même le cœur économique du Québec, là. Oui, puis c'est vraiment des pertes économiques. Vous parliez de l'étude sur les coûts puis le temps perdu, mais c'est la santé mentale des gens aussi. C'est juste terrible. C'est terrible de vivre là-dedans. Personne ne gagne. Et ensuite, on veut attirer des entreprises, on veut de la prospérité économique, mais évidemment que les entreprises, les projets économiques, ce qu'on regarde, c'est quel genre d'environnement. Donc, en ce moment, on a une crise du logement sans précédent. Les transports sont bloqués, puis les services à la population sont en détérioration. OK. Donc, quand on parle d'économie... Dernière question là-dessus. Là, Christine Fréchette, son assiette est pleine. Énergie, économie. Elle est la ministre attitrée de la métropole. Vous trouvez pas qu'on devrait avoir à Montréal un ministre qui est assigné à ce qui se passe sur l'île de Montréal au plus sacré? Vous avez totalement raison et je déteste pour cette raison ce concept de super ministre parce qu'au fond, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que des mandats fondamentaux comme Montréal, l'énergie puis l'économie sont occupés à temps partiel par une seule personne, qui plus est, qui n'avait aucune responsabilité il y a à peine une semaine, là, qui est pris pour improviser dans tous les projets de loi en ce moment. Puis on nous présente ça comme quelque chose de positif. Moi, je trouve que ça manque de rigueur, des sujets importants comme la métropole, mais également comme l'énergie, comme l'économie. Ça devrait être un ministre ou une ministre compétent, préparé, par sujet, puis on ne devrait pas se vanter à la CAQ d'avoir cumulé toutes les missions entre les mains de quelques personnes alors qu'ils ont un total de 88 députés. Expliquez-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec ces 88 députés pour qu'on soit obligé de cumuler toutes ces missions-là entre les mains d'une seule personne avec un tel degré d'improvisation quant au départ de Pierre Fitzgibbon? C'est pas normal. Ça sent la question à l'Assemblée nationale, ça, monsieur. Oui, c'est à suivre. Parfait. Moi, c'est Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Merci. À la prochaine. À une prochaine.